God's Word Express. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un document assez unique en fait. La transcription d'un sermon de mariage prononcé par le pasteur Dr Komeek Kawinakrati. De l'église New Wine International, oui. Exactement. Le titre c'est « Se préparer avant que le voyage ne commence ». Et ce qui est vraiment captivant, je trouve, c'est de voir comment il part d'une analogie très concrète. Presque loufoque par moments. Et oui, c'est ça, pour nous emmener vers des questions beaucoup plus profondes, existentielles. Oui, et c'est une technique de communication qui est redoutable. En commençant par des gadgets de voyage, des trucs très spécifiques, il crée une connexion immédiate. On n'est pas du tout sur un terrain religieux au départ. On est captivé par le côté pratique, par l'humour. Tout à fait. Et c'est seulement après, une fois que ce lien est établi, qu'il nous emmène, presque sans qu'on s'en rende compte, vers la métaphore du mariage, puis vers des questions beaucoup plus vastes. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette méthode. Alors allons-y, entrons dans le vif du sujet. Le pasteur, il se présente d'emblée comme un grand voyageur. Il dit avoir pris plus de 50 vols l'année passée. Ah oui, quand même. Et pour illustrer l'importance de la préparation, il commence à énumérer une liste d'objets qu'il emporte partout. Et franchement, ça ressemble à aucune liste que j'ai jamais vue. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier objet qu'il mentionne, c'est un bidet portable. Un bidet portable, oui. Il explique très simplement que dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis ou en Europe, il n'y en a pas. Et que cet objet, ça lui permet de ne pas se sentir trop loin de chez lui. C'est un détail très intime, très humain. C'est clair. Il se positionne pas comme une figure d'autorité distante, mais comme quelqu'un avec des besoins très terre-à-terre. On est d'accord, ça casse la glace immédiatement. Et ça continue dans le même esprit. Il parle d'un oreiller de corps gonflable, Oui, parce qu'il est grand et qu'il dort sur le côté. Et le détail qui tue, c'est qu'il a une pompe à air électrique pour le gonfler. pour pas s'épuiser. C'est génial. Voilà, on est à un niveau de préparation qui frôle l'obsession. C'est un risque qu'il prend de paraître un peu excentrique, mais je pense que c'est parfaitement calculé. L'accumulation et le côté presque absurde de certains objets. Une pompe électrique pour un oreiller, quand même, ça crée l'humour. C'est vrai. Ça le rend attachant avant même d'aborder le cœur de son sujet. Chaque objet, en fait, raconte une micro-histoire d'un problème passé qu'il a résolu. C'est exactement ça. Et la liste est longue. Il y a des lunettes spéciales qui projettent l'écran de son téléphone Ah oui, ça. pour regarder des films discrètement dans l'avion. Très utile, dit-il, quand on est en classe éco sur un vol intérieur. On sent le vécu. Carrément. Et puis, il y a des choses plus classiques, mais optimisées. Une prise électrique internationale, universelle, avec 5 ports USB. Ça, c'est pratique. Une valise avec un crochet pour suspendre des sacs. On a aussi une bouteille d'eau qui fait support pour téléphone, un fer à repasser portable, et même une bouilloire automatique. Le tableau est complet. On imagine ce voyageur suréquipé, prêt à affronter n'importe quelle situation. Mais bien sûr, le but, c'est pas de vendre des produits. Non. C'est là que le discours pivote. Il conclut sa liste en disant, en substance, « Mon expérience des problèmes passés m'a appris à m'équiper pour que mes futurs voyages soient plus fluides. » C'est la phrase clé. Absolument. C'est le pont qu'il construit. Il vient de passer plusieurs minutes à nous prouver par l'exemple qu'il est un expert en préparation. L'audience a souri, a peut-être même pris des notes, qui sait. Oui, on a envie d'acheter ces gadgets aussi, hein. Voilà. Il y a leur confiance. Et c'est à ce moment précis qu'il applique cette logique à un tout autre domaine, le mariage. La vie de couple, dit-il, c'est un voyage en territoire inconnu. Et là, il entre dans des exemples qui vont, je pense, faire sourire beaucoup de couples. Il utilise des images très drôles. Mon préféré, c'est sa description du pays des pantalons laissés en forme de 8 par terre. Ah oui, celle-là. L'image est parfaite, on y est tout de suite. C'est un clin d'œil direct au mari dans la salle. Exactement. C'est très malin parce qu'il passe de son expérience personnelle à une expérience collective, partagée. Il continue en évoquant la découverte qu'on dort à côté d'un bateau à vapeur. Une très jolie métaphore pour les ronflements. Voilà. Il parle de ces petites choses du quotidien qui, si on n'y est pas préparé, peuvent devenir de vrais irritants. Il y a aussi ce passage savoureux sur la phrase « choisis ce que tu veux manger ». Il la présente comme un mystère, une phrase qui cache un message codé. Un secret que les partenaires doivent apprendre à déchiffrer. C'est ça. Il transforme une situation banale, vécue par tous, en une petite énigme relationnelle. Tout à fait. Et il ne se contente pas de lister les problèmes, il propose même des stratégies, toujours avec humour. Son conseil pour les mariés au centre commercial est un petit bijou. Il dit en substance « Séparez-vous, faites vos courses chacun de votre côté
et donnez-vous rendez-vous à la fin. C'est du vécu, ça. Il explique que suivre sa femme partout, ça peut créer des problèmes et que cette technique réduit considérablement les tensions. C'est du conseil de survie conjugale, quoi. On sent qu'il parle d'expérience, oui. Et tout ça, c'est pour en arriver à son point central, la connaissance de l'autre. Il s'appuie sur une référence biblique, une phrase de l'apôtre Pierre. « Vivez avec vos femmes en faisant preuve de connaissance. Et c'est là que la métaphore des gadgets prend tout son sens. Pour le voyage, la préparation, c'est d'avoir les bons objets. Pour le mariage, le gadget ultime, c'est La connaissance. la connaissance. Connaître les goûts, les aversions, les petites manies, le langage non verbal. Il donne un exemple très personnel et très précis sur sa femme. Elle déteste les plats salés avec une pointe de sucré, Ah oui, mais elle adore une soupe de nouilles au curry de crabe très spécifique. ce niveau de détail, c'est important. Il dit pas juste « apprenez à vous connaître », il montre ce que ça veut dire concrètement. C'est ça. Connaître le plat préféré de sa femme, c'est l'équivalent de savoir qu'il faut un adaptateur universel pour voyager. Ça rend le parcours beaucoup plus harmonieux. Donc, le message pour le couple est limpide. La connaissance de l'autre est votre meilleur atout. C'est un conseil pratique, presque laïque. On pourrait s'arrêter là d'ailleurs, on aurait déjà un super discours de mariage. Tout à fait. Mais le pasteur, lui, il ne s'arrête pas là. Non, et c'est là qu'on sent un vrai changement de braquet. Il pivote complètement. Il s'adresse désormais à tous les invités, en précisant qu'il sait que beaucoup ne sont peut-être pas chrétiens. C'est un glissement rhétorique très audacieux. Et l'analogie du voyage prend une dimension cosmique. Le public cible, ce n'est plus seulement le couple, mais chaque personne dans la salle. Il a utilisé la première partie pour bâtir sa crédibilité. Maintenant, il utilise ce capital confiance pour aborder des questions spirituelles. Il pose une nouvelle équation. Si le mariage est un voyage, alors la vie elle-même en est un. Et pour ce voyage-là, Il suggère qu'il y a un marié ultime, Jésus-Christ, qui connaît parfaitement les besoins de son épouse, l'humanité. pour illustrer cette idée, il oppose deux visions du bonheur. D'un côté, la quête de satisfaction à travers les accomplissements, le matériel. Et de l'autre, ce qu'il nomme la vie abondante promise par la foi. Il se prend lui-même en exemple. Il raconte que plus jeune, il était persuadé qu'obtenir une décoration royale, ça changerait sa vie, ça lui apporterait un contentement ultime. Et pour que le message soit encore plus percutant, il enchaîne avec une histoire beaucoup plus sombre et tragique, celle d'un homme qui possédait 200 millions et qui se suicide après une perte en bourse. C'est une histoire d'une violence. Oui, et le pasteur insiste sur le fait que même avec les millions qui lui restaient, cet homme ne pouvait plus être heureux. Dans le contexte joyeux d'un mariage, le contraste est volontairement brutal. Il cherche clairement à choquer un peu l'audience pour la forcer à s'interroger sur ce qu'est le vrai bonheur. Exactement. Il utilise cette émotion forte pour introduire son argument suivant. Il observe que les mariages chrétiens dégagent une joie particulière. Oui. Et il attribue cette joie à la promesse de Jésus d'offrir une vie pleinement accomplie, une vie où l'on désire vivre longtemps, en paix. Il connecte la joie visible lors de la cérémonie à une promesse spirituelle plus large. Et c'est là qu'il aborde un sujet encore plus profond et très spécifique à la culture thaïlandaise. Oui, il s'attaque à un pilier de la psyché culturelle, le concept de Kanmuen, qu'on prononce Gamwen. Le karma? On le traduit souvent par karma ou dette karmique, mais c'est un peu réducteur. Dans la pensée populaire, là-bas, c'est pas juste une idée philosophique. C'est une force très concrète, une dette active qui est perçue comme la cause des malheurs. Une maladie, un échec? Voilà, c'est une source d'angoisse quotidienne pour beaucoup de gens. Et il pose une question très directe. On peut se battre contre beaucoup de choses, mais peut-on se battre contre son karma? Et pour répondre, il ne va pas utiliser la théologie, mais des histoires. Des témoignages très personnels. Le premier, c'est le sien. Il raconte qu'adolescent, il était bon au basket, mais il se blessait tout le temps à la jambe droite. Toujours la même jambe. Et une peur s'est installée en lui. Il était persuadé que c'était karmique parce que, enfant, il avait cassé la patte d'une fourmi. C'est une anecdote très puissante. Ça connecte une peur d'enfant irrationnelle à une angoisse d'adulte très réelle. Oui, il explique avoir tout essayé, rituels, amulettes, mais que rien ne pouvait apaiser cette peur profonde. Ce niveau de vulnérabilité, c'est assez rare. Partager une peur si intime. Et il enchaîne avec l'histoire de sa belle-mère. Oui, il l'a décrit comme une pratiquante très dévouée d'une autre foi qui souffrait d'une fascite plantaire chronique, très douloureuse. D'accord. Et son maître spirituel lui aurait dit que c'était son gamwen, son karma, qu'il n'y avait rien à faire, qu'elle devait l'accepter. Elle était donc résignée à sa souffrance. Et là, il y a le point de bascule. Exactement.
Elle assiste un jour à un événement chrétien et elle entend un prédicateur déclarer que Jésus a pris sur lui tout le karma du monde sur la croix. Selon le pasteur, cette seule phrase a provoqué un déclic et a mené à sa conversion. Et il ajoute, c'est un élément clé, que sa santé se serait considérablement améliorée par la suite. Le message est donc très clair et très ciblé. Oui, le christianisme est présenté ici comme une solution directe à ce sentiment d'impuissance face au poids du passé. Dans sa rhétorique, la mort de Jésus, ce n'est pas seulement un rachat des péchés au sens abstrait, mais une annulation très concrète de cette dette karmique. C'est une porte de sortie à une angoisse culturelle. Tout à fait. Le sermon approche de sa fin et il se conclut par une invitation directe. Mais justement, il utilise un dernier argument qu'on pourrait qualifier de sociologique. Oui, et c'est une affirmation assez audacieuse. Très audacieuse en effet. Il affirme que les 5 pays les plus heureux du monde sont des nations chrétiennes, ou, comme il le formule, ont une croix sur leur drapeau. C'est ça. Et il met ça en opposition avec des pays polythéistes qui, selon lui, connaissent souvent la pauvreté et le chaos. Alors, il faut bien préciser que c'est une affirmation de l'orateur pour appuyer son propos, pas une analyse géopolitique de notre part. Bien sûr. C'est un argument massif, presque un argument d'autorité, par le bonheur des nations. Et c'est juste après ça qu'il boucle la boucle. Oui, de manière assez brillante. Il revient à son analogie du tout début. Après avoir présenté tous ses arguments, il invite les convives à faire connaissance avec Jésus. Il le présente comme le marié idéal. Celui qui, comme un conjoint parfait, sait déjà ce dont on a vraiment besoin pour être heureux et comblé. L'invitation, ce n'est pas croyez, mais apprenez à connaître. C'est un écho direct au conseil qu'il donnait aux jeunes couples une demi-heure plus tôt. Exactement. C'est une invitation à commencer un autre type de voyage. En résumé, on a donc un discours qui fonctionne sur 3 niveaux, emboîtés les uns dans les autres grâce à cette seule métaphore du voyage. C'est ça. D'abord, les conseils pratiques pour le voyage du mariage, puis une réflexion plus large sur le voyage de la vie, et enfin, une proposition de foi comme destination. C'est un parcours rhétorique très, très structuré qui nous emmène de l'anecdotique au théologique, du bidet portable à la rédemption sans jamais perdre son fil. C'est assez impressionnant comme construction. Et cela nous laisse avec une pensée à méditer qui dépasse le cadre religieux du sermon. Cette analogie du voyageur pose une question qu'on peut tous se poser. Dans nos propres vies, que ce soit dans nos relations, nos carrières, quelle est notre liste de gadgets? C'est une bonne question. Autrement dit, comment est-ce que les problèmes qu'on a surmontés, nos expériences passées, nous ont équipés pour mieux naviguer les territoires inconnus qui nous attendent?